Bonjour, Benjamin Stora, universitaire, professeur et puis historien, bien sûr, spécialiste du Maghreb. Vous publiez, on va en parler, Voyage en post-colonie, Vietnam, Algérie, Maroc, publié chez Stock. Mais d'abord, quand même, Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, donc, qui est au Maroc pour 2 jours, avant François Hollande qui va se rendre en Algérie d'ici 8 jours. La France, j'allais dire, lance une nouvelle politique pour le Maghreb ? Oui, je crois qu'il y a effectivement un cap, une direction qui est donnée. N'oublions pas quand même que la politique française a été rythmée ces dernières années par la perspective de l'Union pour la Méditerranée, qu'avait lancé Nicolas Sarkozy en 2008. Là, je crois effectivement, avec tous ces voyages qui se succèdent les uns derrière les autres, il y a la possibilité peut-être de donner une autre orientation ou un autre sens à cette politique méditerranéenne. On va parler de la possibilité de réconciliation, c'est le mot qui est employé vis-à-vis de l'Algérie. D'abord le Maroc, où se trouve Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre aujourd'hui. Il vient de déclarer qu'il n'y a rien à craindre au Maroc d'un dialogue plus étroit entre Alger et Paris. Quel est le problème ? Le problème, surtout, il est entre Algériens et Marocains, puisque n'oublions pas qu'il y a entre les deux pays cette sorte de contentieux qui a existé depuis très longtemps. La guerre des Sables en 1963, la question du Sahara occidental en 1975-76, et puis plus récemment, la fermeture des frontières entre l'Algérie et le Maroc en 1994. Et il est évident qu'il y a, par conséquent, cette sorte d'opposition feutrée, larvée, qui existe entre les deux pays depuis toutes ces années-là. Donc la politique française doit faire avec, bien sûr, cette compétition. Ça veut dire, ça explique pourquoi le Premier ministre va d'abord au Maroc avant que François Hollande en Algérie. C'est la raison ? Ça peut être une des raisons, bien sûr, politiques, pour montrer aux Marocains, bien sûr, que la France prête toujours une grande attention au Maroc, dans la mesure où de très nombreuses entreprises françaises sont présentes au Maroc. On ne va pas toutes les citer, mais enfin les grandes entreprises comme GDF, Veolia, Orange, etc., qui sont Suez, qui sont présents au Maroc depuis de nombreuses années. 750 entreprises, c'est considérable. Et donc il y a aussi un réseau scolaire, réseau culturel français au Maroc qui est gigantesque. Et je crois qu'il est le premier réseau au monde. Et donc il est bien évident qu'à partir du moment où François Hollande, président de la République, a décidé de se rendre en Algérie, il était, je crois, nécessaire pour ce gouvernement de se rendre aussi au Maroc. Donc pourquoi on aurait à craindre finalement en Algérie d'un dialogue étroit avec le Maroc ? En Algérie, d'un dialogue étroit avec le Maroc ? Tout simplement parce qu'il y a cette sorte, disons, de compétition ou de rivalité qui existe. Il y a aussi l'environnement géopolitique, en particulier avec ce qui se passe au Sahara, au Sahel en particulier. Donc il y a des tensions qui existent entre ces deux pays et naturellement la politique française doit tenir compte de cette tension. Une des grandes questions, c'est l'immigration. Alors la France a renoncé à amender l'accord de 1968 avec l'Algérie. Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, a tenu des propos montrant une ouverture des possibilités d'immigration pour les artistes, des personnalités plus faciles, obtention de visa vers le Maroc ou le Maghreb. Il y a une réelle volonté de la France d'ouvrir ? Je crois qu'il y a surtout une volonté, pour ce qui concerne les visas par rapport à l'Algérie notamment, de mettre à niveau tous les pays sur la question de l'obtention des visas. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour l'Algérie par rapport au Maroc, puisqu'il y a moins de visas accordés aux Algériens qu'aux Marocains. Bon, ça peut paraître étonnant, mais c'est comme ça, en proportion par rapport à la population, et c'est la même chose pour la Tunisie. Donc, je crois qu'en plaidant pour plus d'ouverture, c'est tout simplement une possibilité de mise à niveau, en fait, dans l'obtention des visas qui soit équilibrée entre l'ensemble des pays du Maghreb. Alors la grande question, je le disais, c'est cette fameuse réconciliation avec l'Algérie. Est-ce que François Hollande peut réussir là où les autres ont échoué ? Pourquoi pas ? J'allais dire pourquoi pas, dans la mesure où ça a failli réussir quand même avec Jacques Chirac. Il ne faut pas oublier qu'il a fait une visite, j'allais dire, triomphale en Algérie en 2004, notamment après le grand succès de l'année de l'Algérie en 2003. Et puis, comme on le sait, ça a capoté avec la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale française, notamment l'article 4 qui a été abrogé depuis, sur la colonisation dite positive. Et puis après, ça a été compliqué, difficile, avec l'élection de Nicolas Sarkozy. Les relations ont été tendues entre les deux pays. Mais là, je crois qu'avec les gestes qui ont été, les signaux qui ont été émis... Il y a vraiment une relation plus positive, un a priori plus positif à l'égard de François Hollande. Il connaît bien l'Algérie, connaît bien la nomenclatura. Il connaît bien l'Algérie parce que d'abord, il est allé faire son stage de l'ENA en Algérie en 1978. Il y est allé en 2006 lorsqu'il était premier secrétaire du Parti socialiste. Et puis il y est allé aussi en 2010, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc il est allé plusieurs fois en Algérie, dans un temps, à une époque où il n'était pas donné
comme un favori à l'élection présidentielle. C'était plutôt à l'époque, souvenons-nous, Dominique Strauss-Kahn ou Martine Aubry, qui eux étaient, je crois, si mes souvenirs sont bons, plutôt appuyés par le Maroc. Donc François Hollande était allé en Algérie dans une situation où il n'était pas du tout donné favori. Et ça, je crois qu'on ne peut pas l'oublier, ou il ne peut pas l'oublier, bien entendu. Oui. Quel geste il doit faire, il devrait faire au cours de cette visite? Ça, c'est difficile à dire. Je ne suis pas, disons, dans le secret des dieux, mais je crois que ce qui est très, très attendu en Algérie, c'est essentiellement les mots qui seront prononcés, notamment dans son discours, car je crois que ce qui a été prévu, c'est un discours devant les deux chambres algériennes, c'est-à-dire le Sénat et le Parlement, et je crois qu'il faut qu'il trouve effectivement des mots justes qui puissent toucher les Algériens sans pour autant, et ça c'est très compliqué comme exercice, sans pour autant bien sûr affronter de manière décisive ce qui se passe du point de vue des mémoires françaises. Parce que la question de l'Algérie, ne l'oublions pas, est aussi une question difficile en France. Et la réconciliation n'est pas simplement entre la France et l'Algérie, mais elle est aussi une réconciliation entre Français sur la question algérienne. Et le fait qu'il aille par exemple devant la plaque à la mémoire de Michel Audin, militant anticolonialiste assassiné par les services secrets français, c'est important. Maurice Audin est un mathématicien qui a été enlevé en juin 1957 et dont le corps d'ailleurs n'a jamais été retrouvé. C'est un signal, bien sûr, qui est adressé à la gauche française, qui, ne l'oublions pas, était elle aussi très divisée pendant la guerre d'Algérie, entre celle qui était pour les pouvoirs spéciaux en 1956, qui a plongé la France dans la guerre, et puis au contraire celle des porteurs de valises, celle des opposants à la guerre d'Algérie. Peut-être que François Hollande, là aussi, veut marquer cette sorte de réconciliation entre les deux gauches françaises. Voyage en post-colonie, Vietnam, Algérie, Maroc, c'est publié chez Stock. Vous vous racontez de longs voyages, notamment c'était le cas au Vietnam. Alors évidemment, post-colonie, on parlait du Maroc et de l'Algérie à l'instant. Ce sont finalement vos souvenirs. Vous êtes originaire d'Algérie, vous êtes né à Constantine. Vous retournez comme ça sur les traces de ce qu'étaient les colonies françaises aujourd'hui. Je pense que pour un historien, c'est très important aussi de sentir les pays, sentir les paysages, la langue, les personnages, rencontrer des acteurs, rencontrer des hommes et des femmes qui fabriquent cette histoire. Et puis, à partir de ce moment-là, c'est-à-dire à travers l'architecture, la langue, la culture, les mœurs, la cuisine, etc., voir les traces, ou sentir plutôt les traces laissées par l'histoire récente. On ne peut pas se contenter, quand on est historien, uniquement du travail sur archives, sur la presse, etc. Je crois qu'il faut aller aussi sentir l'histoire se faire ou bien se découvrir. Oui. Et je crois que ça, c'est... Et vivre avec les gens. Et vivre avec, finalement, et raconter ce que vous voyez, tout simplement. Vivre, tout à fait. Le Vietnam, pour cela, a été pour moi une expérience absolument extraordinaire. Merci Benjamin Stora. Voyage en post-colonie, donc je le disais, publié chez Stock dans la collection Un ordre d'idées. Nous étions ravis de vous recevoir sur TV5 Monde. Merci.